Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Fastlane 2021. Donc le show vient de se finir, donc la nuit dernière. Heureusement, il n'a pas duré trop longtemps, hein, petit pay-per-view de 2h45. Ça fait du bien, c'est un peu le tarif depuis maintenant une grosse année. Et je trouve que c'est bien plus digeste ainsi. Alors évidemment, ça va pas être la même limonade hein, pour WrestleMania le mois prochain. C'est un peu normal, mais là on a affaire donc à un pay-per-view où on le savait, deux transitions qui n'étaient pas très hypant sur le papier, qui est même inutile, hein, je l'avais déjà dit dans ma vidéo prono, mais pour moi il était inutile. Je pense qu'on pouvait vraiment s'en dispenser et faire un gros build-up pour Mania entre le Chamber et Mania, donc pour faire 7-8 semaines, pour bien laisser le temps de faire développer les storylines et les build-up. Voilà, je trouvais que c'était bien plus judicieux de le faire comme ça. Voilà, il y a toujours leur quota de pay-per-view et Fastlane est encore là. Ils l'ont pas fait l'an dernier parce qu'il y avait Super Showdown. Mais là, bon, il n'y a pas d'Arabie Saoudite, donc là, Fastlane était de retour. Bref, allez, alors il manquait encore un ou deux matchs. Hein, à ce moment-là, hein, dans ma vidéo prono, on avait 6 matchs. On savait pas encore ce qu'ils allaient faire. Dirty Dog, Street Profits, non, je vous avais dit que je le sentais pas trop. Rollins Cesaro, je vous avais dit non, plutôt pour Mania. J'avais parlé de Nakamura qui était effectivement dans les parages. Et bien finalement oui, ils l'ont ajouté, Rollins Nakamura, donc ça c'est pas mal. Et ils ont ajouté, comme je vous l'avais aussi signifié dans ma vidéo prono, Ali contre Riddle pour le titre US, puisqu'effectivement Ali avait demandé un rematch sur Twitter suite à sa défaite à Arrow avec une intervention de T-Bar qui fait que effectivement il avait envie d'avoir ce rematch, et donc ça a été officialisé, voilà ce qui a été ajouté. Et on va commencer tout de suite par le kick-off, qui était justement ce match entre Ali et Riddle. Là aussi, c'est ce que je vous avais dit, je voyais ce match être officialisé et relégué en kick-off dans un second temps. C'est ce qu'ils ont fait, parce que c'est Retribution. Voilà, tout simplement. Donc Retribution, ça mérite le kick-off. Voilà, tout simplement. Hein. Donc de mémoire, il y a eu le petit match impromptu entre Lashley et Slapjack, qui était qui a pas duré longtemps. Et je crois que c'est la seule fois qu'on a vu Retribution en carte principale, mais sinon, on les voyait pas du tout. Donc là, voilà, relégation kick-off, c'est tout ce que ça mérite. Alors le match en lui-même, il aura duré 9 minutes 17. Bon, c'est une durée kick-off, j'ai envie de dire, mais de la bonne action, hein, du bon catch, sans interférence, hein, malgré la présence des 4 autres à l'extérieur, du côté Retribution, mais qui étaient bien en ligne, hein, vraiment comme des enfants là qui obéissent, bien sages. Juste un match donc d'homme à homme, et franchement c'était super. C'était super, de très beaux moves, de très beaux contres même, notamment de Riddle, là qui contre qui porte un rear naked choke, hein, en plein vol, pour contrer un neckbreaker, enfin semble-t-il un neckbreaker d'Ali. Donc il le retourne en même temps et lui porte donc ce rear naked choke, hein, un peu sa coquina clutch, ou sa Kirifuda clutch si vous préférez. Et il y a un tornado DDT d'Ali qui est contré par Riddle, avec une espèce de une succession de roulés-boulés là. Il enchaîne avec un super Fisherman Buster. J'ai bien aimé ce passage aussi. Dans la foulée, Ali du coup se dégage du pin, hein, suite à ce Fisherman Buster, et il enchaîne avec une Koji Clutch, donc sa prise de soumission. Riddle s'en dégage quand même en force, mais il s'écroule quand même pour vendre intelligemment ses côtes, hein, qui venait d'être endommagé par la Koji Clutch, donc c'était plutôt intelligent. Et on a donc ce superbe finish avec d'abord un étranglement dans le vide, hein, un peu à la Shayna Baszler, de la part de Riddle, hein, assis sur la deuxième corde, suivi d'un super Broderek de la deuxième corde. 3 étoiles, 1 quart, voilà, je vous donne directement ma note. Victoire donc déjà de Riddle, parce que là évidemment, quand il arrive à porter ce Broderek, on le sentait venir, hein, ce Broderek là, sa préparation, on le sentait venir, mais l'effet visuel était superbe, la prise est impactante, voilà, face à Ali, hein, voilà, on se doute, hein, que c'est fini, quoi. Effectivement, victoire de Riddle, conservation sans surprise, 3 étoiles, 1 quart, j'ai mis, ce qui est quand même une très bonne note pour un match de kick-off. J'ai vraiment kiffé ce match, l'un des meilleurs même de matchs de kick-off que j'ai vu depuis bien longtemps, hein, à la VVE. Un post-match
aussi qui était quand même prévisible avec Ali qui s'en prend à tout Retribution, hein, qui était au centre du ring. Reckoning là qui secoue la tête à un moment donné, l'air de dire non mais arrête, tu dis que des conneries. Et Ali l'a repéré et s'énerve contre elle. Et lui demande de se remettre en ligne là, back to the line là, de se remettre en ligne avec les autres, mais elle se casse. Elle se casse. Slapjack, lui emboîte le pas, mais Ali le retient et lui dit qu'il n'est rien sans lui. Et pareil, remets-toi en ligne, back to the line avec les autres. Mais Slapjack s'en va aussi. Et enfin, et évidemment, Ali se retrouve au milieu des deux big guys là, Mace et T-Bar. Et là, on devine la suite. Hein. Double shock bomb sur Ali. Nouvelle tag team peut-être en vue pour Mace et T-Bar. Franchement, je dirais pas non. Je dirais pas non, hein, surtout vu la pauvreté du roster tag team de Raw. Donc pourquoi pas en faire une tag team, hein, ça pourrait être efficace. En tout cas, Retribution, on peut le dire, ça c'est quasiment mort et enterré, hein, c'est bon. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, hein, que je voyais bien Ali perdre et avoir un angle juste après pour vraiment indiquer, signifier la fin de Retribution. C'est ce qu'ils ont fait. Il le fallait. Donc pour moi, ça me va. Et parce que Retribution, c'est l'histoire d'un énorme flop, quoi, qui aura même duré trop longtemps pour ce que c'est et pour ce qu'ils en ont fait. Encore un gros gâchis parce que le postulat de base était très intéressant, mais l'exécution était horrible et ça a mené à sa perte. Et on se retrouve là, quoi. Donc on sait pas ce qui va devenir, notamment de Slapjack, parce que T-Bar et Mace, voilà les deux big guys là qui ont fait, voilà, ils avaient déjà leur finisher à deux là, celui qu'ils ont porté sur Ali. Ça pourrait être une tag team. Mia-Yim, justement, Reckoning qui pourrait redevenir Mia-Yim, enlever son masque et voilà, et se lancer véritablement dans la division féminine. Je pense que ça pourrait se faire tout naturellement. Mais Slapjack, on va faire quoi de lui? Parce que ça serait quoi un petit mid-quart d'heure, même low quart d'heure, ouais, qui serait quoi bon à faire des matchs à main event, quoi. Donc je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. Donc est-ce qu'ils vont laisser les trois ensemble, les trois mecs, et Ali qui va partir aussi tout seul? Parce que Ali sur Twitter a dit nouveau New America, New Purpose, voilà, New Purpose, New America, donc un nouveau but, Nouvelle Amérique. Il va faire quoi? Une gimmick de patriote, il va nous faire quoi? Une Jack Swagger? Je sais pas, j'ai un peu peur de ce qu'il va nous réserver, mais de toute façon, il va aller mieux changer, parce que bon, on sait très bien que Retribution, c'était mort et enterré depuis bien longtemps. En tout cas, chouette match pour commencer, qui donnait déjà une bonne hype, enfin, on va dire une relative hype pour le pay-per-view. Le travail, en tout cas, de hype a été fait, et de chauffage, on va dire, du public, était fait dans ce kick-off. Allez, on va passer directement à la carte principale avec un match qui était annoncé déjà quelques heures avant même quelques minutes avant le pay-per-view. Il s'agissait donc comme opener de Jax et Baszler contre Belair et Banks. Je suis très étonné de ce choix. J'aurais personnellement mis plutôt le titre intercontinental, voire le Drew Sheamus, histoire d'avoir un bon match, une bonne grande brawl, une bonne brawl dès le départ, pour bien chauffer, bien lancer le pay-per-view. Ça aurait peut-être été meilleur. Là, franchement, c'est le genre de match qui est plus un match calm the crowd, comme on dit, qu'on peut mettre entre deux matchs un peu lourds. Donc je l'aurais pas placé en opener, ça c'est sûr. À noter que Reginald était de retour après une absence lors du dernier SmackDown pour congé. Hein. On s'en doutait, mais bon, à partir du moment où il est là, on se doute que ça sentira pas bon pour la fin du match. On peut rappeler, alors oui, parce que je vous en avais un peu parlé dans ma vidéo pronostic, hein, du contexte, puisqu'il devait y avoir un Jax contre Sasha Banks lors du dernier SmackDown. Il a eu lieu, et finalement, Sasha Banks a conservé, voilà, ils ont fait une petite merde avec Belair et Baszler qui rentre sur le ring. Baszler qui tente un coup de pied sur Banks pendant qu'elle portait son back statement, mais c'est arrivé sur Nia Jax, donc elle frappe sa coéquipière et du coup on jackknife pin, victoire de Banks. Voilà, et donc on a encore une Banks et une Belair qui finissent un peu bras dessous là, comme des copines, ça m'énerve. Au moins Regina n'était pas là, hein, elle était en congé donc. Finalement, Jax était énervé contre Baszler, hein, on continue de vendre la merde entre les deux. Backstage, donc elle l'engueule. Et Baszler, elle va tenter de se racheter, elle lui dit bon non mais t'inquiète pas,
je vais m'en prendre à Belair plus tard dans la soirée, hein, voilà. Et donc le match a eu lieu, mais alors, il a vraiment pas duré longtemps puisque il y a eu une intervention un peu surprise de Tamina et de Natalia qui se sont attaqués aux deux filles voilà, nos contestes, hein, nos contestes, donc voilà, tout le monde reste forte, comme on peut dire, et voilà, donc on en est resté là. Donc Banks championne single, hein, c'était championne de SmackDown, c'était à prévoir. Et Tamina et Natalia donc qui va dire se montrent, hein, elles montrent leurs ambitions, comme j'en avais un peu parlé dans ma vidéo prono. On savait qu'elles étaient présentes et qu'elles visaient aussi les titres. Donc voilà, ça c'était un peu pour le contexte d'avant-match. Donc le match aura duré 9 minutes 42, donc c'était quand même pas très très long. Longue domination assez chiante, hein, des heels sur Belair, toujours en mettant de la dissension, hein, entre Jax et Baszler, hein, c'est toujours la narration qu'on continue de montrer dans tous leurs matchs à chaque fois. Banks fait enfin le tag. Alors là il y a un gros botch, hein, j'ai revu vraiment plusieurs fois, un gros botch de quand Banks en fait elle est soulevée par Jax, elle retombe directement sur ses pieds et en même temps elle prend la tête de Baszler en retombant sur ses pieds. Elle dégage alors Jax hors du ring avec ses pieds comme une espèce de ruade, mais elle fait un mouvement un peu rotatif, une espèce de prise d'élan, hein, à mon sens, pour visiblement préparer un tornado DDT sur Baszler, sauf que le tornado DDT n'a pas du tout eu lieu. Banks s'écroule un peu comme une merde. Baszler, elle essaye quand même de taper la tête au sol, histoire de faire bonne mesure. Donc elle joue le jeu, hein, en essayant de vendre un DDT. Banks fait alors le tomber, justement, pour faire bonne mesure, mais c'était complètement raté sur ce passage. Vous reverrez ça à Botchamaya, ça de toute façon, ça vous le verrez. 450 Splash qui était pas mal de la part de Belair sur Baszler, mais c'est là que l'inévitable Reginald intervient devant l'arbitre, hein, sur les prônes, hein, pour le distraire. Banks fait alors redescendre Reginald du ring. Elle tente même un Meteora mais sur lui à l'extérieur, mais il est esquivé par Reginald. Belair vire finalement Reginald du ring avec un coup d'avant-bras. Banks fait un bank statement, juste un bank statement sur Baszler. Belair fonce sur Jax pour qu'elle empêche Jax d'intervenir pendant la soumission, mais Jax repousse Belair sur Banks pour casser la prise, un peu une espèce de brisage de prise façon match de takeover tag team de NXT takeover, hein, dans les tag teams, hein, vous voyez les prises de soumission qui sont souvent cassées en poussant un mec sur un autre, hein, ça arrive souvent ça. Et c'est là que stupidement Banks va venir engueuler Belair comme si elle était la fautive. C'est complètement débile, on voit très bien que non. C'est n'importe quoi, et puis bon, même si elle a un doute, t'as qu'à revoir les images après le match, hein, tu verras bien que ça n'a rien à voir là-dedans, quoi. C'est stupide. Banks lui dit en plus qu'elle était sur le point de gagner. Elle la retraite de rookie, hein, comme elle avait pu le faire lors du SmackDown de la semaine dernière. Banks lui demande alors de se casser, et Baszler, forcément, elle en profite derrière pour porter un roll-up sur Banks et s'imposer. Voilà, et donc Belair tente quand même un dernier plongeon, hein, de la dernière chance pour tenter de briser le pin, mais Jax, alors c'est pas très bien fait, mais elle lui accroche un peu la jambe au passage pour empêcher ce plongeon d'arriver à destination, mais c'est trop tard. Victoire et conservation logique de Jax et Baszler. Donc c'était le résultat que j'avais pronostiqué et que je souhaitais, parce que ça m'aurait véritablement énervé que Banks et Belair qui se battent, qui sont en feud pour le titre suprême de SmackDown, soient en feud tout en étant mêlés au titre tag team. Ça m'énervait, donc c'est bien de les séparer complètement de cette histoire, parce que ça m'énervait. Donc c'est maintenant, il faut vraiment arrêter avec ça et lancer la feud pour Mania, parce qu'il reste plus que 3 semaines. Donc c'est bon, quoi. Il faut vraiment mettre de la hit. Il faut aller vraiment mettre de la hit, et c'est ce qu'ils ont fait, heureusement. Mais ce qui m'embête, c'est que elle tente de sauver la face, donc Belair, en essayant de faire le save. Mais le truc, c'est qu'elle venait de se faire pourrir par Banks. Elle venait de se faire pourrir. Donc la meuf, elle a quand même pas d'orgueil. Elle revient quand même, elle essaie quand même de sauver le match. Et de sauver sa partenaire, qui venait de la dégager, quoi. Bref, c'était inutile. Enfin, c'est la ceinture de... De toute façon, sur le principe, Belair, c'est la ceinture de Banks qu'elle vise. Elle s'en fout des titres tag team. Alors qu'elle laisse tomber Banks, hein, tant qu'à faire, qu'elle laisse tomber Banks dans le match, et qu'elle ait de l'orgueil, mais qu'elle revienne pas pour tenter de faire un save. C'est n'importe quoi. Donc, bref,
Voilà, donc comme je vous disais, au moins les championnes conservent, c'est tant mieux. Reginald sera quand même encore intervenu, c'est ce que je vous disais, hein, mais heureusement, pas tant que ça, moins que ce que j'aurais cru, mais ça restera encore une fois de trop, malheureusement. Alors, oui, donc foutre la merde entre Belair et Banks, hein, c'était le truc à faire, absolument. Je critique pas ça, parce qu'il est encore heureux qu'il le fasse, mais l'exécution était tellement pourrie, c'était pourri, il y avait mieux à faire. Rien que si Belair était parti, au lieu de faire le save là, d'essayer de faire le plongeon de la dernière chance, si Belair ne s'était pas retournée, elle était repartie en coulisses, et que Banks avait perdu par roll-up de la même manière, hein, avec une distraction, donc suite à cette distraction, bah, ça m'aurait suffi. Mais ce qu'il préférait raconter ici, c'était de montrer le fait que Banks jouait la heal, et disent que c'était de la faute de Belair, et que c'était une rookie. Ce qui est totalement ridicule, hein. Il suffit donc comme on regarde les images, comme je vous disais, hein, que c'était ce qui s'est passé, c'était Jax et puis point barre, hein, il n'y a qu'à vérifier. Et c'était de dire que ce qu'il voulait montrer, c'était de montrer aussi que Belair joue la babyface en disant qu'elle a quand même tout essayé. Mais c'est nul, aucun orgueil. Banks gifle Belair quand même ensuite, hein, en post-match. Belair, alors là c'est comme très très bizarre ce passage. Belair pointe alors le logo WrestleMania de façon assez ridicule, un peu hésitante en disant that's okay, mais en montrant en se tournant vers le logo. Mais regarde Belair, regarde Banks. Banks elle est là-bas, elle est déjà avec sa ceinture sur la rampe. Mais on a l'impression qu'elle se parle à elle-même. C'était un peu creepy ce passage-là. Elle est devenue folle ou quoi? Elle se parle à elle-même. Elle dit ouais ok ça va aller. En regardant le logo Mania, j'ai trouvé ça très particulier ce post-match. Et enfin, je trouvais l'exécution très mauvaise, très mauvaise. Il y avait tellement mieux à faire pour mettre de la hit. Il aura suffi, je sais pas, que les deux que l'une donne un coup à l'autre de façon malencontreuse. Et que justement, en donnant un coup à l'autre, bah, l'autre perd derrière. Et voilà, et hop derrière, ah, tu m'as donné un coup, nanana, et puis voilà, hop, voilà. C'était simple à faire. Mais là, ils ont trop compliqué. Ça m'énerve. Le match, en plus, il est vraiment pas terrible. Il est un peu à l'image de l'Elimination Chamber, quoi. C'est un match qui m'intéresse pas trop. De toute façon, Jax Baszler, la tag team, moi, j'ai jamais été vraiment fan de leur match. Et puis Belair et Banks, il n'y a pas d'alchimie en équipe, hein, c'est pas une équipe. Donc je lui donne un 2,5 pour le semblant de construction, quoi. 2,5 parce que je vais donner des points sur la longue hit des heals, donc la construction classique, des heals qui sont toujours en tension, donc aussi on continue de montrer, de raconter quelque chose entre Jax et Baszler, bon, au moins il y a une semblante de cohérence à ce niveau-là. Reginald qui intervient. Bon, malheureusement, ça m'énerve, mais c'est dans la logique des choses par rapport à ce qu'ils ont montré. Donc, ça me fait rager et en même temps pas trop non plus. C'est un peu difficile, c'est un peu particulier, mais je suis obligé de dire oui, bon bah il intervient, mais c'est comme ça qu'ils l'ont montré. Donc voilà. Un broglio entre Banks et Belair et qui justement entraîne la fin du match. Donc sur le principe, j'ai bien dit sur le principe, ça me va et je trouve ça logique, mais c'est à nouveau l'exécution qui est très mal faite. Ils auraient pu le faire bien mieux que ça, et en plus le match est pas terrible du tout. Donc bah voilà, 2,5 ça ne vaut pas plus à mon sens. Je pense que le multi-women tag team match à WrestleMania est bel et bien lancé, parce que Tamina et Natalia, ils n'ont pas fait l'intervention de la semaine dernière pour rien. Brooke et Rose, elles ont montré aussi leurs ambitions. Elles voulaient aussi affronter Jax et Baszler. Elles l'ont dit à Talking Smack. Donc il y a au moins 3 équipes qu'on pourrait mettre en multi-women. Et peut-être donc on verra bien s'il y a une 4e équipe. Parce que bon, la Riot Squad, on l'a toujours pas vu lors du dernier SmackDown. Pour moi ça pue véritablement. Et Billie Kay, on l'a vu backstage. Alors dans un segment qui n'était pas télévisé, mais dans une vidéo bonus sur le Twitter de la VVE. Où il y a Carmella d'abord qui lance une petite annonce pour recruter un nouveau sommelier. Elle dit bon bah quelqu'un déjà qui ne soit pas intéressé par Banks notamment, et elle se casse et on voit à la fin, on voit derrière Billie Kay qui avait tout entendu et qui a lancé un hashtag Kay sommelier. Donc Kay comme sommelier, donc elle serait intéressée pour le poste, donc par le poste, et donc peut-être qu'on va voir une tag team improbable entre Billie Kay et Carmella, qui serait peut-être la 4e équipe qui pourrait être intégrée dans
dans un Fatal 4-Way à Mania, par exemple. À moins de mettre Lana et Naomi, autre possibilité. Voilà, et Riot Squad, mais j'y crois de moins en moins, et mon histoire Riot Squad Billie Kay, pour moi elle est morte. Hein. J'avais une belle histoire à écrire, hein, je vous la connaissais déjà, je ne vais pas la répéter, et ils ne le feront pas, et je trouve ça regrettable. Puis ça aurait été une bonne façon de au moins donner un peu de... Voilà, quelque chose d'un peu plus positif à Billie Kay que de faire que du comedy wrestling, au moins lui faire faire une action, une bonne action, qui resterait un peu comédie, parce que ça serait un peu une action involontaire, qui aurait fait gagner la Riot Squad, enfin ça s'écrivait tout seul, j'aurais trouvé ça sympa, au moins pour remercier Billie Kay pour son travail, parce qu'elle a pas fait grand chose finalement, elle a pas fait beaucoup de matchs, et voilà, au moins elle était très divertissante, ça aurait été un beau cadeau pour WrestleMania, tant pis, ils ne l'ont pas fait, et enfin donc, la hype qui vont, j'espère qu'ils vont enfin faire monter la hype entre et la hit surtout entre Banks et Belair. Il était grand temps. Non, bon courage pour remonter ça parce qu'ils ont perdu énormément de temps avec ces conneries de tag team, énormément. Allez, match suivant, Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Alors, reparlons vite fait du build-up parce qu'ils ont continué à SmackDown. Il y a eu vraiment une super brawl entre les deux, là backstage. C'est parti très loin. Parce qu'il y a eu une interview, il y a eu un face-off avec un écran séparé. Voilà, ils se sont dit leur cas de vérité. Le vieux proverbe nigérian aussi, quand tu bouffes des rasoirs, bah tu craches du sang. Voilà, ça c'est à méditer de la part d'Apollo Crews donc. Et un Biggie qui l'a vraiment menacé en disant qu'il va vraiment, il va le battre tout simplement, en gros. Il dit bon bah pourquoi attendre maintenant? Pourquoi attendre Fastlane? Allons-y maintenant. Il enlève son micro. Crews fait pareil. Il se retrouve un peu plus loin dans les couloirs et hop, le voiturette de golf, voiturette de golf de la part de Biggie pour essayer de le retrouver. Et voilà, bon bah grosse brawl. Et puis finalement Crews s'enfuit avec la petite voiturette. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est plutôt old school, mais moi ça m'allait. C'est pas compliqué. Il y a un heel, il y a un face qui veulent vraiment en découdre. Et voilà, c'était très bien. Et moi ça m'avait donné plutôt envie de voir le match. Alors bon. Alors quant au match, bah il y a Crews donc qui arrive seul avec sa grande lance là, sans les deux militaires. Bon, alors est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont peut-être déjà arrêté, est-ce qu'ils ont trouvé que c'était too much? Ce qui est mon avis, donc peut-être qu'ils l'ont fait, on verra bien. Mais pour moi, c'est pas plus mal s'ils décident de supprimer déjà les militaires. Le match, 5 minutes 43. 5 minutes 43. Incroyable durée. Alors que s'est-il passé pour en arriver là? Alors on commence déjà, il y a eu un gros spear, un suicide de Big E entre la deuxième et la troisième corde comme à son habitude, il commence fort. Big E enchaîne ensuite avec deux splashs sur l'épaule du ring, tout en le provoquant verbalement, suivi de deux belly to belly overhead suplex. Donc là il y a vraiment une grosse domination de Big E pour commencer. Il y a Crews qui reprend enfin l'avantage en taclant Big E au genou alors qu'il fonçait sur lui. 3 German suplex ensuite de Crews, un spinebuster, un splash de la troisième corde, dégagement de Big E, Crews qui travaille les côtes de Big E, standing moonsault de Crews contré des deux genoux par Big E, qui fonce sur le poteau après une esquive de Crews, spin out powerbomb raté de la part de Crews, big ending contré par Crews cette fois-ci, Crews qui tente un petit paquet, Big E qui retourne, qui fait un ponté, mais à retardement. Jessica Kerr, l'arbitre, qui compte là l'ensemble sans s'arrêter. 1, 2, 3, 1, 2, enfin, elle compte 5 fois. La cloche sonne, gros malaise, gros blanc, personne ne comprend, les commentateurs non plus, les spectateurs non plus, les fans, personne ne comprend. Finish complètement botché, anticlimatique au possible, donc un véritable botch, on l'apprendra dans les news dans la journée, parce que j'avais un petit doute, mais c'était bel et bien un botch, parce que ce compte de 5, mais qu'est-ce qui s'est passé puisque Crews fait ce petit paquet, mais Big E retourne, donc il retourne le petit paquet en même temps, donc l'arbitre on dirait qu'elle ne voit pas ça, mais du coup pourquoi est-ce qu'elle compte jusqu'à 5? C'était très bizarre. Et ce finish est absolument désolant, quoi. Nul à chier et indigne. Du coup, vu le bon build-up qu'ils avaient fait, très correct,
hein, notamment vendredi dernier, là, avec cette brawl, c'est quand même plutôt pas mal, ça hypait plutôt bien. Et on finit avec cette fin de merde, ce botch. Alors, j'espère que le match n'était pas prévu pour durer bien plus longtemps. J'ai envie quand même de croire que non. Enfin, qu'il devait pas durer plus longtemps. Enfin, bien plus longtemps. Parce que je pense qu'il devait en garder pour Mania. À mon avis. Mais à ce moment-là, si vous aviez prévu de faire ce match de façon assez courte, je sais pas, alors, au lieu que ça fasse 5,45, d'en faire, je sais pas, enfin 5,43, peut-être d'en faire 10, pas plus, bah c'est déjà beaucoup pour Mania. Gardez-en sous la semelle. Ou alors, ne le faites pas du tout. C'est encore plus facile. Ne faites pas ce match à Fastlane à ce moment-là. Attendez WrestleMania, ou bien faites ça en weekly, et voilà. On n'a pas besoin de voir ça en fait. Si c'était pour faire ça, c'était pas la peine. Donc le post-match semble indiquer que Cruz aurait perdu de toute façon. Hein, c'est même les news qui aussi l'indiquent aujourd'hui. Ce qui est logique, puisque il y a un post-match qui ne semble pas du tout improvisé. Donc on comprend bien que Cruz aurait de toute façon perdu, probablement de façon protégée, hein, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo prono. Que si Cruz devait perdre, ce serait plus de façon protégée, hein, puisque quand même il y a un repackaging et tout, un heel turn, ça aurait été bête qu'ils perdent clean comme ça, quoi. Donc la fin, sur le principe de faire une fin qui protège, c'était bien, mais c'est un peu comme les filles, l'exécution était à chier. Et là en plus c'est pire que ça, puisque ça c'est carrément un botch, quoi. Donc voilà, c'était désolant, quoi. Alors oui, donc ce post-match était forcément pas improvisé, hein, parce que voilà, il y a une attaque directe de Cruz qui porte plusieurs Olympic Slam. Ensuite, Cruz, en plus, il s'adresse à Biggie à plusieurs reprises. Il lui dit que c'est pas fini. Hein, c'est quand même important. It's not over. On s'en doute, donc. Je vous avais parlé donc de cette défaite de Cruz protectrice, donc. Et bah, je pense que si le match fut si court, c'est pour en garder sous le coude pour WrestleMania. Malgré le botch. Mais quelle putain de déception! C'était la vraie déception de la soirée, il faut le dire. Je m'en remets toujours pas, quoi. Et voilà, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, quoi. Ne faites pas ce match à Fastlane. Totale frustration. J'ai détesté. Ce match était trop court. Je peux pas donner grand chose, donc, en termes de match, en termes de notes. Il partait pas trop mal. Donc, je donne un 1,5. 1,5. Je peux pas donner plus. Hélas! En espérant qu'à WrestleMania, on aura un vrai bon match disputé. A priori, oui. Je pense que c'est ça le but, c'est de faire un vrai bon match disputé à Mania. Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné un petit aperçu à Fastlane. Mais je l'aurais pas fait comme ça. Le faites pas à ce moment-là. Vous faites un truc un peu comme ça, merdique, mais sur 2 minutes, à SmackDown. Me faites pas ça, ne proposez pas ça en pay-per-view. J'ai honte même. J'ai honte de la VVE quand je vois ça. Non. Donc, si le match avait duré un peu plus longtemps, ce qui, à mon avis, est probable, je serais peut-être monté à 2,5, voire 3 étoiles, on sait pas, avec un vrai finish, quoi, ouais, avec le vrai finish prévu. Mais voilà, bon, bah, c'est difficile à dire, on saura jamais, quoi. Donc voilà, on a bien compris qu'il y allait avoir je pense qu'il devait y avoir un petit paquet, mais c'est surtout que ils ont complètement botché, quoi. Enfin, Jessica Carr, hein, je suis désolé, mais j'aime bien, mais voilà, quoi, c'est triste. C'est triste. Bref, voilà, on peut pas en dire davantage, quoi. Voilà. Bon, allez, on va passer maintenant à un segment, 24/7, tiens, qui m'a assez surpris, puisque je n'étais pas très concentré. Voilà, c'était un intermède, quoi, entre deux matchs. Et j'avais l'impression de voir une pub. Une vraie pub pour Old Spice. Hein, les déodorants, parfums, etc., aftershave Old Spice. J'avais l'impression de voir une vraie pub, quoi. Donc voilà, j'étais pas trop concentré. Et en réalité, on voit donc Rick Boogaze, le grand retour de Rick Boogaze, hein, ex Eric Bugenhagen, hein, de NXT, hein, qu'on voyait surtout dans la Team Plexi il y a 1 an, hein, lorsqu'il y avait les plexiglas, hein, et il en faisait toujours des tonnes derrière le plexi, mais on l'avait pas revu depuis. Du coup, il donne un déo à Gulak, à Drew Gulak, là. Gulak le prend, il s'en va. Tozawa arrive, il demande à ce moment-là à Rick Boogaze, hein, donc Joe Average, hein, c'est le nom du personnage, à l'effigie de Old Spice, il faut connaître les références publicitaires là. Il demande à Boogaze Rare Truth. Boogaze dit à Tozawa de prendre un échantillon là d'Old Spice.
Et puis on voit la main de R-Truth là qui tend un échantillon à Tozawa là, alors que Truth était donc caché derrière le stand. Et Tozawa crie alors Ah, Truth! Il lui secoue la main, il fait sortir R-Truth là qui tombe, tout le stand s'écroule, donc Truth également. Bouguez essaye alors de ramasser tant bien que mal ses échantillons, mais au passage il se couche sur Truth, donc ça fait un pin, puisqu'il y avait un arbitre à côté, et du coup 1, 2, 3, il devient champion 24/7, Bouguez, donc Joe Average. Donc Truth voit ça, et dans la foulée il pin Bouguez pour déjà reprendre son titre. Donc il continue de gonfler son palmarès. Truth s'enfuit ensuite avec 2-3 échantillons au passage. Tozawa revient alors vers Bouguez. Il lui déchire sa chemise et découvre un t-shirt Old Spice Night Panther. Donc c'est un des produits de leur gamme. Donc c'est un des déos, je crois bien. Tozawa crie alors The Night Panther lives! Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Et donc c'était un vrai segment 24/7 et non pas une publicité. Alors que j'étais vraiment conditionné à avoir une publicité. Pas du tout. Bref, voilà, c'était très particulier. Allez, on va passer maintenant alors au match qu'on n'attendait plus vraiment. Entre Braun Strowman et, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite incrustation. C'est la tête d'Elias qui remplace la tête de Shane McMahon finalement. Puisque c'est très rare de voir ça. C'est un match qui était annoncé, puisque je vous en ai parlé la dernière fois. Dans mes pronostics, il était sur le site de la WWE, il était annoncé à Raw, il avait été officialisé, et puis le match a soudainement disparu du site WWE. Bon, pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, est-ce qu'il va avoir lieu ce match ou pas? Et en même temps, lors du dernier SmackDown, il redéroule la carte de Fastlane, et puis là on voit, Braun Strowman, Shane McMahon. Donc le match est toujours officiel, mais il était plus sur la site de la WWE, donc on se disait, il va avoir lieu ou pas alors ce match? Et jusqu'à la dernière minute, on ne saura pas. Alors, on aura vu qu'en backstage, enfin, en kick-off, on verra une image, une photo de Shane McMahon avec qui se tient le genou, donc il s'est blessé, notamment, visiblement à l'entraînement au genou. Donc, Sarah Schreiber intervient en disant, devant le locker room de Shane, en disant qu'il est en train de se faire examiner, qu'il n'est pas sûr de pouvoir concourir ce soir. Voilà, on verra bien, on vous donnera des nouvelles plus tard. Et finalement, donc, on a un segment backstage entre Elias, accompagné de Jackson Ryker, et de Shane McMahon, avec Elias qui fait un peu la danse du ventre auprès de Shane, qui, c'est un McMahon, donc il a toujours une espèce d'autorité qui continue de s'exercer. Donc il vient de lui faire la lèche. Pour dire qu'il aimerait bien avoir son concert à Mania, quoi, son moment Mania, quoi, parce qu'il a du talent, et il pourrait impressionner Bad Bunny, quoi, faire une vraie performance à Mania. Donc Shane il finit par dire qu'il a une idée. Voilà, il dit ok, j'ai une idée. Et on s'arrête là. Donc à ce moment-là, moi je me dis oh putain, ils vont mettre Elias contre Braun à la place, ou pire que ça, ils vont mettre Braun en handicap match contre Ryker et Elias. Alors moi qui est un grand amour pour les handicap match, j'aurais bien vomi si on avait eu ça. Donc, on se retrouve donc plus tard donc, pour le match. Enfin, ou en tout cas la décision de Shane. Donc, on retrouve Elias et Ryker sur le ring. Toujours comme d'habitude, Elias qui est sur son tabouret avec une guitare. Shane McMahon qui le présente. Et Shane qui commence à jouer de la guitare. Donc, Elias qui commence à jouer de la guitare. Shane qui l'interrompt et lui annonce finalement qu'il le remplace. Sans surprise finalement. Donc, pas de 2-on-1 handicap match. Et c'est Braun Strowman contre Elias qui rendu officiel. Super, très belle affiche, génial. J'aurais détesté donc le 2 contre 1, donc voilà, tant mieux. Mais alors ce que je me suis dit c'est, même si j'aime pas les handicap match, pourquoi est-ce que Shane McMahon n'essaie pas de lui opposer 2 adversaires? Le mec il a une autorité, il peut booker des matchs. Et il est en feud avec Braun, donc pourquoi pas lui mettre Ryker en plus? Au lieu de lui mettre juste seulement Elias. Sur le principe. Bon, j'ai pas trop compris. Bref, Ryker permet à Elias d'éviter quand même une avalanche dans le coin de la part de Braun. Braun fonce alors à l'extérieur. Ryker se couche. Sympa d'ailleurs l'aide de Ryker qui préfère éviter plutôt que d'essayer de défendre son camarade. Braun bouscule Elias très mollement contre la barricade à l'extérieur. Ryker se charge de remettre Elias dans le ring pour pas qu'il se fasse décompter jusqu'à 10. Petite distraction extérieure de Ryker. Braun qui regarde ça.
Du coup, il se prend un coup par derrière la jambe hein, de la part d'Elias, suivi d'un DDT et d'un elbow drop à la Macho Man. Oh yeah! Mais gros dégagement à 1 de Braun. Braun revient ensuite avec un clothesline, une avalanche dans le coin, un gros slam et un running power slam. 1, 2, 3, victoire de Braun en 3 minutes 51. Bizarrement, match court mais qui en live m'a paru vachement long en fait. Parce que j'avais envie que ce soit un vrai squash quoi. Pas un espèce de squash allongé quoi. C'était déjà une purge et j'avais déjà plus envie de le voir ce match. Déjà j'avais pas envie de le voir à la base, on me l'impose. Moi j'ai pas envie de voir ce match. Merde, on m'impose ça. Et puis Shane, bon bah, déjà Shane j'avais pas envie non plus. Enfin en fait j'avais envie de rien quoi. J'avais envie qu'ils annulent tout ça quoi. Mais bon. Donc bah, c'était pour donner une petite victoire à Braun quoi, voilà, pour le lancer avant Mania probablement. Mais et du coup Elias qui a servi de carpette, hein, un peu même de victime hein, de la part de Shane hein, qui l'a balancé il l'a jeté en pâture, hein, il faut le dire. Euh, donc bah une vraie purge quoi, une vraie merde. Un match digne d'Euro qui n'avait pas du tout sa place en pay-per-view. Et en plus jamais Riker tente de venger son pote après le match quoi. Il reste tranquillement là à l'extérieur. Il a trop peur alors le mec c'est quand même pas une demi-portion non plus quoi. C'est un big man hein, quand même. Et c'est impressionnant, c'est un powerhouse. Sur le principe, ça n'a pas de sens quoi. Il vient pas aider Elias. Et c'est déjà pareil à l'extérieur quand il préfère se jeter ventre à terre pour pas prendre un coup de bélier de Braun. Et du coup, c'est Elias qui a tout pris quoi. Bref. Shane a disparu d'ailleurs après le match. On le reverra pas. Même après le segment musical d'avant là. Il a complètement disparu, on l'aura pas vu ringside, rien. On ne l'aura pas revu. De toute façon, voilà, je comprenais pas pourquoi on avait ce match entre Shane et Braun à Fastlane, alors qu'il partait à coup sûr pour un match à Mania. Donc de toute façon, je comprenais pas pourquoi ils avaient booké ce match. Donc voilà, ça sera bien Shane contre Braun à Mania, on a bien compris. Mais un intérêt vraiment réduit à zéro pour cette feud quoi. Feud pourri, de chez pourri, complètement sans intérêt. Et que je sens venir gros comme une maison ce soir à Raw, c'est Shane qui va venir toujours avec sa béquille pour genre se confronter à Braun. Braun qui va être énervé, il va venir vers lui. Et là Shane, en gros il va en profiter que pendant que Braun lui tourne le dos pour lui donner un gros coup de béquille dans le dos et dire qu'il l'a encore eu. Et qu'il est encore passé pour un cas stupide. Depuis le début encore à Fastlane. J'étais pas blessé. Et encore, j'ai été encore l'homme le plus intelligent dans l'affaire, quoi. Était encore stupide. Je sens une connerie comme ça, ce Arrow. Bref, passons le match. 1 étoile 25. 1 étoile 25. Je suis très généreux. Très très généreux. Quelle horrible première heure de show, hein, il faut le dire. Parce que là, on arrivait pratiquement à 1 heure de show. Et le show, waouh, il était très très mal lancé. Allez, match suivant. Ça va peut-être aller mieux. Nakamura contre Rollins. Donc un match qui a été ajouté, qui n'était pas encore prévu lorsque je vous ai fait ma vidéo pronostic. Alors il faut rappeler que donc Cesaro, qu'on n'avait pas vu dans le dernier SmackDown non plus, donc j'étais un peu étonné. Visiblement, il avait l'air plutôt de vendre le double curb stomp qui s'était pris une semaine avant. Je l'ai compris comme ça. Même si en soi, bon, prendre 2 curb stomp, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'absenter pendant 15 jours? Ouais, bref, c'est pas grave. Parce qu'il avait fait une petite promo backstage Rollins avec un costume horrible d'ailleurs. En parlant en kick-off, donc en disant Abed est en train de regarder sur son lit de chez lui, donc le match. Je lui montrais ce que c'est que le respect, voilà. Donc je pense que ça devait vouloir dire qu'il vendait, Cesaro vendait ses blessures. Je l'ai compris donc comme ça, le fait de ne pas l'avoir vu à SmackDown. Et à SmackDown, donc, Rollins avait fait une promo, d'ailleurs in-ring, hein, pour rappeler le moment où il avait fait son grand retour, avec tout le roster autour, qui lui avait tourné le dos, sauf il y avait que Cesaro qui était resté, et finalement, il lui dit Cesaro m'a manqué de respect, il m'a humilié, il m'a foutu la honte, et je lui ai donné une leçon de respect, etc., etc. Et puis il dit ouais, Cesaro, c'est vraiment le plus gros gâchis de l'histoire de la VVE, et donc Nakamura qui arrive, qui l'interrompt, et qui lui dit juste shut up, tais-toi, et il le fait virer du ring, il lui porte même un istio, ça m'avait surpris de sa part, et un Kinshasa, donc et c'est comme ça qu'on nous a officialisé le match entre les deux pour Fastlane.
Un petit segment backstage aussi juste avant le match avec Riddle, entre Riddle et Nakamura. Donc un gars de Raw et un gars de SmackDown. C'était assez inattendu. Riddle qui propose un petit business à Nakamura avant le match. Et il commence à parler de son cousin Skeeter the Skater. Donc il part dans un gros délire avec une grosse allitération aussi en ske. Skeeter the Skater in the Skater Park. Hein, c'est un peu la cocotte de Kiki dit à son amant Coco, concasseur de cacao, je voudrais un caraco kaki avec un caracu. C'est un peu ça, hein, l'histoire. Et un plan serré sur Riddle. Nakamura, évidemment, il était parti. Riddle voit ça. T'es où voilà. Et il repart sur son scooter, enfin sa trottinette. Et évidemment, ouais, Nakamura, il était pas loin. Donc le match, 12 minutes 56. Donc une durée très correcte. Rollins qui domine quand même le match. Il parle beaucoup d'ailleurs. Il rappelle d'ailleurs qu'il a été swingé, si on peut dire, Cesaro swingé 22 fois par Cesaro, parce que c'est quelque chose qu'il avait rappelé dans sa promo de SmackDown. Et il demande à un moment donné où est Cesaro d'ailleurs. Le match est disputé. Il est intense. Joli move innovant où Rollins rate possiblement son curb stomp, mais bloque sa cheville sur la jambe de Nakamura pour prendre appui et faire un coup de pied retourné sur la nuque de Nakamura. Étonnant, très très innovant et très très beau move. Franchement, j'avais jamais vu ça. Rollins qui enchaîne ensuite tranquillement avec un curb stomp pour s'imposer. Donc l'enchaînement se fait tranquillement. Hein. Donc il fait ce beau move là dont je vous parlais et ce curb stomp donc pour la victoire. Aucune surprise. Rollins se devait de s'imposer, mais Nakamura lui aura quand même opposé une belle résistance. Ce qui est tant mieux quand même. Ça m'aurait fait chier qu'il y ait un squash. Mais il faudra donc que Rollins en montre quand même un peu davantage pour battre un Cesaro qui fait quand même office de boss de fin dans l'histoire, du coup. Même si, voilà, entre Cesaro et Nakamura, bon, il y aurait matière à débattre. Mais dans la storyline, bon, bah, c'est Cesaro qui fait office de boss de fin. Et Nakamura de boss intermédiaire, quoi. Donc on ne verra pas d'ailleurs Cesaro post-match. Donc comme je vous disais, je pense qu'il vend encore ses blessures. Donc on va le revoir au prochain SmackDown, à n'en pas douter. Mais le match est vraiment propre. Vraiment une durée très convenable. On déplorera le peu de suspense malheureusement et le rôle de sparring partner. Donc le rôle de sparring partner annoncé de Nakamura. Pas d'enjeu particulier aussi. Donc finalement, on aurait pu voir presque le même match en weekly. Mais voilà, bon, ben, quand on a les deux hommes, on a des Nakamura et des Rollins, on leur laisse 13 minutes, ben, forcément le match est bon. Surtout que t'as pas d'intervention extérieure, t'as pas de merde, t'as pas d'overbooking. Le match ne peut qu'être bon. Et il a été bon. Et voilà, bon, ben, ils ont juste fait gagner Rollins pour qu'il gagne de la hit avant son match face à Cesaro à Mania, qui est pour moi gravé dans le marbre, c'est sûr. Donc 3 étoiles et demie. J'ai mis 3,5 pour ce match vraiment très agréable à regarder, même si, en quelque sorte, il n'a pas grand intérêt. C'était un match de remplissage et histoire de donner une bonne petite victoire à Rollins en attendant le retour de Cesaro. Voilà. Allez, match suivant. Match entre Sheamus et Drew McIntyre dans un No Holds Barred match. Et oui, c'est une stipu qui a été ajoutée lors de SmackDown, qui est passée inaperçue, puisque dans ma vidéo pronostic, cette stipu n'existait pas à ce moment-là, on ne savait pas. Sauf que heureusement que je regarde les shows 2 fois, enfin ou en accéléré la deuxième fois, parce qu'en direct, SmackDown, je n'avais pas vu, lorsqu'ils avaient remontré toute la carte de Fastlane, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient ajouté cette stipu No Holds Barred, donc, entre Sheamus et Drew, donc heureusement que je l'ai vu. Bah voilà, une bonne grosse stipu, c'est plutôt pas mal, ça permet de conclure une rivalité en beauté, hein, avec un gros match bien physique, bien bourrin, comme d'ailleurs Drew nous l'avait promis à Raw. Hein, il l'avait fait, hein, il nous avait bien hypé en disant que ce serait un match d'une physicalité, d'une brutalité jamais vue. Il m'avait bien hypé avec ça. Donc ce match, j'avais hâte quand même de le voir. J'attendais aussi beaucoup du promo package d'avant-match, hein, que j'ai pas été déçu. Parce qu'on a revu vraiment des vieilles images d'archives, lorsqu'ils étaient jeunes, leur parcours respectif, leur vieille amitié de 20 ans, hein, avec plein d'images d'archives qui m'ont vraiment bien plu. Donc la VVE est toujours forte pour ça, hein, ça y a rien à dire, et ça donne envie aussi de voir le match. Donc on peut le dire, un super maquillage facial de Drew, hein, à l'effigie du drapeau écossais pour commencer, hein, ça fait très Braveheart, et c'était vraiment pas mal. Bon,
Sheamus n'en aura pas fait autant, mais c'est pas grave. Il manquait juste, je l'avais déjà dit, hein, je vais le redire là, dans ma vidéo prono, je l'avais dit, mais il manque vraiment une chose à ce match, c'est un enjeu. Et de dire que ce match déterminait l'adversaire de Lashley à Mania. Je trouve encore dommage qu'ils aient officialisé le match contre Lashley dès le début du dernier Raw. C'est vraiment dommage. Donc ce match ne sert à rien sur le principe. C'est encore un peu un match d'échauffement, un peu à l'image de Rollins Nakamura. Rollins se prépare pour Cesaro, et là, c'était un peu le match où Drew se prépare contre Lashley. Il faut le dire. Bref. Le match, 19 minutes 42, donc presque 20 minutes, donc on leur a laissé du temps. Ça c'est bien. Le match est en effet très brutal. Les projections contre les escaliers, les coups de kendo stick, tout y passe. On arrive derrière la table des commentateurs, hein, donc un endroit d'ailleurs qu'on voit rarement, en tout cas dans le Thunderdome. Et ensuite, les deux se battront près des vignettes hein, de spectateurs, chose que pour le coup on avait déjà vu, hein, notamment entre Owens et Reigns au Rumble. Grosse projection de Drew là sur Sheamus, qui tombe dans l'étage du dessous du Thunderdome, ce qui déclenche plein d'étincelles. Donc c'était un spot assez spectaculaire. Même le plan là quand on s'éloigne et qu'on voit Drew là debout au milieu du Thunderdome là, c'était vraiment une très jolie image. Belle souplesse aussi de Drew sur Sheamus depuis une caisse hein, qui était pas loin là. Brogue kick ensuite de Sheamus. Drew passe par-dessus la barricade. Sheamus lui envoie ensuite un énorme white noise depuis la barricade sur la table des commentateurs qui s'écroule. Drew est KO pendant un petit moment. Donc du coup malheureusement ça ralentit le rythme du match, c'est un peu dommage, donc ça coupe un peu l'élan. Sheamus a l'idée alors de prendre une pièce de la table des commentateurs hein, qui était détruite. C'était une idée originale en tout cas de prendre ce petit bout là, ce petit morceau de table. Sheamus tente alors un Alabama Slam, donc de piquer la prise de Drew pardon, comme il l'avait fait lors de leur premier match. Donc encore l'idée de piquer la prise de l'autre, ça c'était sympa. Donc Sheamus tente cet Alabama Slam directement donc sur la pièce de la table, mais Drew contre avec un Future Shock DDT sur cette même pièce de table, ce morceau de table, suivi d'un Claymore, 1, 2, 3. Drew s'impose donc sans la moindre surprise. Mais quel match! Quel match encore une fois entre ces deux hommes! Quelle guerre! Un match très brutal, très physique, un match d'hommes quoi. Comme Drew nous l'avait promis, ces deux-là ont vraiment le chic pour nous offrir des classiques à chaque fois. Une superbe trilogie d'ailleurs offerte hein, par ces deux amis de 20 ans. Hein. Donc là, je claque un 4 étoiles, je sors le 4 étoiles, et pour moi c'est le match de la soirée. Et un match of the year candidate, hein, qui d'ailleurs pour moi le premier match de pay-per-view de l'année à la VVE, que je vais mettre dans la catégorie des match of the year candidate. Il était temps, on est au mois de mars. Parce que ni au Rumble, ni au Chamber, je n'avais relevé de match qui méritait de figurer parmi les matchs de l'année. Et sinon, le premier match entre Drew et Sheamus, dont je vous avais parlé dans ma vidéo pronostic, hein, je l'avais mis 4,5, ça aussi, ça serait un candidat pour être dans les matchs de l'année, mais c'est un match de weekly, mais bon, ça compte. Hein. Mais encore Drew et Sheamus, qui offrent finalement, en tout cas pour moi, hein, ça reste un avis personnel, les deux plus beaux matchs du main roster de l'année. Il y a eu Keith Lee Sheamus qui était aussi solide, hein, lors du Raw Legends, qui est pas loin aussi, mais les deux matchs entre Drew et Sheamus, et puis même le troisième, hein, donc du coup le deuxième dans la chronologie, le No DQ, qui s'est fini par un no contest malheureusement, mais il était aussi très solide. Un cran en dessous, mais très solide. À noter aussi quand même l'émotion de Drew McIntyre après le match, qui était belle à voir. Elle était tout sauf feinte, hein, ça c'est sûr. Le respect est vraiment fort. Le ralenti sur le Claymore était superbe également. Hein, vraiment le Claymore arrive en plein menton. Bravo les mecs quoi, j'ai que ça à dire, c'était super. Pas d'intervention de Lashley à souligner, hein, pas de post-match. Le champion aura brillé par son absence, c'est un peu dommage mais bon. Triste aussi de voir Sheamus quand même prendre branlé sur branlé, hein, de jouer finalement un peu les vétérans, de s'effacer pour les autres, parce que son run actuel est vraiment superbe, l'un de ses meilleurs runs à la VVE, et j'espère qu'il finira pas dans l'André the Giant Memorial Battle Royal, hein, qui sera peut-être annoncé à Mania, même si c'était lui qui devait la gagner cette bataille, il mériterait mieux que ça, surtout vu son run. Maintenant, moi j'aurais deux idées pour lui, pour Mania. C'est un match face à Keith Lee, qui pourrait s'écrire. Alors ils se sont déjà affrontés, mais alors je sais pas s'ils vont le faire. Déjà Keith Lee, on sait pas où il en est par rapport à son état.
Hein, il avait dit qu'il donnerait des explications parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, sa blessure, le Covid, on sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas de plan pour lui, il y a une sanction, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Keith Lee, mais si on revient un peu en arrière, avant le heel turn de Sheamus, il y a Keith Lee qui régulièrement venait pour dire à Sheamus, oh je sens que toi tu vas te retourner contre Drew quoi. Donc il avait senti le coup venir. Drew McIntyre essayait de rassurer essayer de rassurer Keith Lee en lui disant mais t'inquiète pas je m'en occupe. Et en fait Keith Lee s'est absenté et finalement depuis le temps depuis Sheamus a tourné heel. Donc ça pourrait se raconter un Keith Lee qui revient et puis qui va s'en prendre à Sheamus en disant tu vois c'est ce que j'avais dit, tu t'es retourné contre ton meilleur ami, t'as pas de face quoi. Ça se raconte. Alors il mettrait un peu de temps à réagir hein, parce que le heel turn il commence à dater. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça pourrait s'écrire. Et une deuxième option pour Sheamus, ce serait Riddle pour le titre US. Riddle, Sheamus, titre US, ça serait très sympathique. Et en plus, ils se sont déjà affrontés à Raw. Et ils ont refait un match, j'en ai un en mémoire, qui était très, très solide. Mettez, si vous l'avez pas vu, mettez Riddle, Sheamus, Raw. Vous aurez un match qui a eu lieu il y a quoi il y a 2 mois à peu près. Je pense que c'était avant le Rumble, je crois. C'était super. C'était super, Riddle Sheamus. Bref, je crois même que oui, il avait adoré même Vince, hein, de mémoire. Donc voilà 2 bonnes idées là, Sheamus Riddle, hein, heel contre face en plus, donc c'est tout à fait envisageable. Voilà, donc des pistes, j'espère que Sheamus ils vont lui donner un os à ronger. Il mérite amplement au moins un titre, ou une chance au titre, et par exemple le titre US. Voilà, très bien. Allez, on va passer maintenant à l'angle, au match, au truc bizarroïde suivant. Bliss Orton. Bliss Orton, donc vous pouvez s'attendre à tout quoi. Donc comme je vous l'ai dit, je vous l'avais dit dans ma vidéo prono, un intergender match, n'y croyez pas une seule seconde. Vince déteste ça. Faut pas croire au Père Noël, vous n'aurez pas d'intergender match, je vous l'avais dit, et ils n'ont pas eu. On ne l'a pas eu. Un simple segment théâtral fantastique, sans cinématique par contre. Hein, ils n'ont pas fait de ça, ils l'ont pas fait en cinématique, mais sur le ring, avec plusieurs effets spéciaux. Orton, alors qu'il fait sa pose habituelle en arrivant sur le ring, paf, tout de suite, il crache du pétrole d'entrée de jeu, alors que Bliss n'était même pas encore arrivé sur le ring. Alors une fois que Bliss arrive, elle tamise la lumière, et là on se plonge donc dans l'ambiance, une ambiance avec une lumière violette, qui était plutôt agréable à l'œil, j'ai envie de dire. 4 minutes 39, donc on va dire un angle match de 4 minutes 39, la cloche sonne, une barrière de feu apparaît directement, là, brusquement, entre Bliss et Orton. Donc Orton, il recule. Là, on commence déjà les effets spéciaux. Bliss esquive une charge d'Orton et qui finit contre le poteau. Bliss ensuite part à l'extérieur, elle s'amuse, elle gambade, elle invite Orton à venir la chercher. Bliss regarde le plafond, hein, alors que Orton est face à lui. Bliss regarde le plafond et lui jette un regard noir et paf, plusieurs projecteurs là, d'un coup, qui tombent au pied d'Orton. Encore un petit tour de passe-passe. L'attente est vraiment longue. Le mind game s'installe du côté de Bliss, mais c'est vraiment long. Ça se pose vraiment 4 minutes 39 qui ont paru longues pour moi. Bliss ensuite arrive dans le coin. Elle attend Orton en position qui nous était familière. On se rappelle de ce qui s'était passé lorsqu'elle avait déjà adopté la même pose et au même endroit du ring. C'était le fameux le Hadouken qui avait brûlé le visage de Orton. Et ben elle nous aura fait le même coup. Elle reproduit le même geste. Donc le You got fire, you got flame, directement dans les yeux d'Orton. Mais alors là bizarrement, pas de brûlure. Orton n'a rien. Il ne scelle quasiment pas. Sa gueule, elle va bien. Ses yeux, ils vont bien. Bon, ok, donc ce qui s'est passé l'autre fois, là, on refait la même chose, mais là, il n'y a rien. Ok, bref, on attend, et subitement, le tapis du ring craque, une main en ressort, le tapis du ring, on a une lumière orangée qui sort du sol, Orton est saisi par la cheville, avec une grosse main poilue là, Orton se sauve, il s'en échappe, Bliss est assis sur le coin là, le feu jaillit du sol, le Fiend est de retour, visage, évidemment on pouvait s'en douter, complètement cramé,
mi-Urukai, j'ai envie de dire, hein, très Urukai, un peu orc dans les Seigneurs des Anneaux, donc très Peter Jackson hein, dans l'esprit, donc un mi-Urukai, mi-Chewbacca, j'ai envie de dire, dans l'esprit. Bliss saute, elle repousse Orton pour le pousser dans les bras du Fiend, qui lui porte un Sister Abigail, donc, sur Orton, donc, pose très particulière, hein, très particulière, si vous voyez ce que je veux dire, de Bliss sur Orton. Et il y a quand même un pin, l'arbitre là dans le petit coin là, on le voit très discrètement, qui quand même fait le compte. 1, 2, 3, Bliss wins, lol, voilà, et le feu jaillit des quatre coins du ring, hein, le duo, donc le duo maléfique est reformé, mais quelle déception, moi qui ne voulais surtout pas que le Fiend apparaisse à Fastlane, mais à WrestleMania, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, ou si ce n'est, allez, au mieux, un teasing, une silhouette, qu'on le voit de dos, de trois quarts, juste un petit aperçu, mais pas tout. Là, on nous balance tout d'un coup, là. C'est quel dommage. Ça enlève une bonne partie de la hype pour Mania, pour moi. C'est con. Et puis, c'est un vrai match. Alors, c'est ça que je comprends pas en plus. C'est un vrai match. À partir du moment où la cloche a sonné, ce n'est plus un segment, on est d'accord. On démarre le truc comme un match. Donc la cloche sonne. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun décompte à l'extérieur? On n'entend pas l'arbitre faire des 1, 2, enfin, alors qu'ils sont à l'extérieur pendant des heures. Notamment le spot là où il y a tous les spots, les projecteurs qui tombent là. Ça dure des heures ce passage. Et on n'entend pas de décompte de l'arbitre. Donc aucune stipule spéciale n'avait pourtant été proclamée dans ce match. C'est pas un ODQ ou quoi que ce soit, hein. C'est un match normal. Et en plus, le Fiend intervient. Il porte un Sister Abigail sur Orton. L'arbitre, il le voit, puisqu'on voit qu'il fait le compte. Donc il le voit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de DQ? Il fait le pin, l'arbitre. Donc je comprends pas, quoi. Pour moi, c'est pas logique, bref. Quant au nouveau Fiend, bah, oui, alors sa tête fait peur. Le masque brûlé, etc., c'est plutôt bien foutu. Mais en soi, quoi, il n'y a pas, à part l'outfit et le masque, il n'y a rien de bien différent en soi, quoi. Il est cramé, quoi. Il a changé de tenue. La tenue que je trouve pas terrible. Mais in-ring, le personnage, son in-ring, ça va rester la même chose. C'est juste que le mec, il a changé d'apparence, mais c'est la même chose. Donc, à première vue, il n'y a aucun véritable repackaging pour le Fiend. Ça reste un monstre, mais qui est cramé, quoi, c'est tout. In-ring, ça va rien changer. Ça restera toujours aussi limité. Voilà, ça va être juste un monstre, toujours pareil. Donc, autant ne faire que des cinématiques match avec lui. Sinon, on va se faire chier à chaque fois, quoi. Mais rien n'est moins sûr pour WrestleMania sur le fait d'avoir un ciné-match ou pas. D'autant que le public sera au rendez-vous cette fois-ci. Donc peut-être pas. Peut-être qu'on n'aura pas de match cinématique. Et donc peut-être que ça donne moins de raisons d'en faire un, vu qu'il y a du public. Bref, voilà, on en reparlera dans la vidéo pronostic, mais si ça se passe sur le ring, bah j'ai bien peur qu'on se fasse encore chier, quoi. On se rappelle du Wyatt Orton là, avec toutes les effets de bestiole là sur les vers de terre et compagnie là sur le sol. C'était nul ce match. Bref, donc le segment, bah sinon il était bof. J'attendais un peu plus de nouveautés, un peu plus de choses un peu différentes, car les flammes, le pétrole, ça c'est du déjà vu. J'aurais aimé que le Fiend en plus, comme je vous disais, apparaisse de façon bien plus subtile que ça et de façon plus suggérée, sans tout dévoiler. Là, bah j'ai déjà 50% de la hype en moins pour Mania, hein, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup à la base. Seul le jeu, hein, si je dois retenir quelque chose de positif, c'est le jeu, l'acting d'Alexa Bliss qui reste convaincant. Elle a toujours été impeccable du début à la fin depuis qu'elle a adopté ce personnage creepy. Elle aura été impeccable et aura vraiment porté cette feud sur ses épaules, hein, parce que le Fiend ou Wyatt, hein, bah, ils sont absents tous les deux depuis longtemps. Donc là, elle aura vraiment porté la feud sur ses épaules, quoi. Donc il faut saluer ça. Donc je peux pas noter ça, sinon ça va être un gros dude. C'est innotable. C'est un pur segment, un match segment, voilà, je peux pas donner plus, je peux pas noter ça, et ni un match, ni un intergender match, car ça je vous l'avais dit, c'est pas un intergender match, voilà, on n'en fera pas à la WWE, ils sont pas prêts pour ça. J'aurais laissé ce segment en weekly, mais je me dis que s'ils l'ont mis en pay-per-view, c'était forcément pour le marquer le coup et montrer le retour du film, à un mois de Mania en plus. Mais en dehors de cela, il n'y a rien de bien intéressant à voir, quoi. Ça reste toujours pareil, quoi.
et on a tout raconté entre les deux, et finalement, heureusement qu'il reste 3 semaines avant Mania, parce que là, le film, il allait pas tarder à arriver, de toute façon. Mais tout a été raconté, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore pendant 3 semaines? Alors, ils peuvent refaire des Firefly, Funhouse. Ils peuvent refaire des... Peut-être on va revoir Wyatt, du coup. Voilà, ils vont peut-être meubler comme ça. Mais bon, à un moment donné, ce délire fantastico creepy, what the fuck, c'est pas du catch du tout. Voilà, on va dire que c'est très mainstream, quoi. C'est pour plaire au public américain, quoi. C'est particulier, quoi. C'est plus du catch du tout. Faut aimer, quoi. Mais bon, la VVE, elle sait aussi que il faut divertir, donc il faut mettre un peu de, parfois il faut mettre un peu d'amour, il faut mettre parfois de la bonne bouffe, il faut mettre un peu de sexe, de la bonne franche rigolade, de la poilade et des trucs un peu voilà fantastiques, des bagnoles, voilà tout ce qui peut plaire au public américain quoi. Voilà et ça voilà ils insistent là-dessus quoi. C'est un segment, enfin un segment, une cible quoi. Faut être dans la cible. Moi, je le suis pas trop, quoi. Le délire au début, ça allait, mais là, ça ne fait que trop durer. Allez, on va finir maintenant avec le main event entre Bryan et Reigns pour le titre universel. Et comme je vous l'avais prédit dans ma vidéo pronostic, c'est bien Edge qui est annoncé comme le Special Ring Enforcer. Il a battu effectivement Jey Uso dans le match qui a eu lieu, donc. Le match que j'ai trouvé correct, mais j'ai trouvé un peu laborieux quand même Edge. Alors certes, il a beaucoup vendu ses côtes pendant le match. Du coup, ce qui fait qu'il paraissait assez poussif sur le ring. Donc je pense que ça a joué, mais je l'ai pas trouvé fou quoi. Du coup, j'avais un peu peur déjà d'avoir un Reigns Edge à Mania quoi. Bref, on en reparlera après le match. En tout cas, voilà. Donc, puis on a fini SmackDown évidemment avec Reigns qui a fait un spear sur Edge et Bryan. Hein, donc, il finit fort le segment. Enfin le match, le post-match de SmackDown. Et à SmackDown d'ailleurs on avait aussi vu Bryan qui avait fait une promo sur le ring avec Reigns qui était sur la rampe avec Heyman. Il avait dit à Reigns qu'il le ferait abandonner. Reigns avait dit ouais arrête tes conneries quoi. Il dit j'abandonnerai jamais. Je préfère perdre un bras et je préfère même mourir plutôt que d'abandonner, surtout face à quelqu'un comme toi quoi. Donc un élément, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est un élément qui pourrait justement donner une idée peut-être du scénario du match, quoi, de Fastlane. Donc on va en reparler. Donc il y a Bryan qui tentera donc en effet de porter vainement dès le début du match un heel hook, donc une prise de cheville, quoi, une clé de cheville dès le début du match. Et il cherchera véritablement à venir chercher les jambes de Reigns pour le faire soumettre au sol. Donc là, l'idée de la soumission est présente dès le début du match. Donc on a Bryan qui tentera même un armbar dans la foulée, donc il s'attaque même ensuite au bras. Bryan se montre très confiant au début de match, on le voit quand même souriant, sûr de lui. Reigns qui entame ensuite une longue domination, vraiment assez boring même, toujours dans son nouveau rythme Reigntsien, si on peut dire, qui pourrait devenir même d'ailleurs à l'avenir le nouveau rythme ortonien des années 2020, ce rythme Reigntsien. Edge, lui, il regarde à l'extérieur, il ne fait rien, il reste les bras croisés, un peu en mode homos. Seuls les quelques comebacks de Bryan permettent de redonner un peu de rythme au match, parce que sinon on s'endormirait direct, il faut le dire. Enfin ça c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bryan tente un slingshot crossbody à l'extérieur. Reigns aurait dû le réceptionner, mais bon malheureusement il s'écroule. Du coup ça se finit en sorte de petit power slam sur le sol, mais avec la tête de Bryan qui était passée pas très loin de la table des commentateurs, et heureusement, plus de peur que de mal, c'était moins une. Après avoir pris le dessus, Bryan tente un yes lock sur Reigns, mais Reigns résiste et riposte avec des coups d'avant-bras, un peu façon MMA, et un powerbomb. Bryan tente alors un running knee, Reigns est juste devant l'arbitre, on voit le ref bump venir à des kilomètres, et en effet, on l'a, donc l'arbitre prend tout dans la gueule, il part à l'extérieur, il est mort. Le ref bump était d'ailleurs un élément que j'avais en tête, ce qui permettait ensuite d'avoir des interventions multiples. Donc c'était ça le but. Reigns porte un spear, mais il n'y a pas d'arbitre justement pour compter. Edge prend alors la décision de faire l'arbitre lui-même. On pouvait s'y attendre. Pas sûr que d'ailleurs qu'il avait le droit de le faire, mais bon, bref. Il l'a fait, mais bon, j'étais pas sûr. Il compte après ce spear, il fait le pin, mais Bryan se dégage donc du pin. Bryan porte un triangle, puis un nouveau yes lock, mais Jey Uso, from out of nowhere,
évidemment, on s'en doutait, intervient avec un super kick sur Edge. On s'y attendait. Super kick sur Bryan également. Jay ensuite envoie Edge contre le poteau et rate un coup de chaise sur Bryan hein, qui esquive et lui envoie un running knee en pleine face. Bryan enverra ensuite 4 coups de chaise à Jey Uso et qui part à l'extérieur. Donc là on peut noter que à nouveau hein, cette arlésienne de Jimmy Uso hein, dont je vous parle souvent, eh ben non, toujours pas de retour de Jimmy Uso, ça quand même ça tarde, hein, ça devient inquiétant cette histoire. Donc pas de Jimmy Uso, peut-être pour Mania, sait-on jamais, mais Jey Uso donc sera le seul à être intervenu, en dehors bien sûr de Edge. Donc Bryan se prépare pour un coup de chaise sur Reigns. Quand même, il se saisit de la chaise, hein, c'est le babyface, mais il prend quand même la chaise, au risque de se faire DQ. Mais celui-ci esquive, Reigns esquive, et Edge se prend le coup de chaise au niveau du bras. Edge s'écroule, mais du coup, Edge, s'il se prétend être l'arbitre légal, il se prend un coup de chaise de Bryan. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas DQ? Vous avez 4 heures. Non mais il faut essayer d'avoir un peu de bon sens. Bon bref, c'est pas grave. Il se prend un coup de chaise. Et ben pourquoi il ne DQ pas? Non, bah vous voulez probablement que ça se finisse clean, non? Ah ben non, en fait, vous verrez que non. Donc Edge s'écroule à ce moment-là. Superman Punch de Reigns sur Bryan. Tentative de spear joliment contrée par Bryan en Yes Lock. Reigns devient alors blême. Il devient presque bleu même. Aussi bleu que le visage de McIntyre, hein, juste avant. Et Reigns abandonne même. Véritablement. On le voit, ses doigts là qui commencent à tapoter. Il tapote, hein, c'est très léger, mais on le voit bien. Il tapote très légèrement, mais suffisamment pour le voir donc. Mais Edge donne un coup de chaise à Bryan, from out of nowhere. Donc pour couper, briser la prise. Par vengeance, probablement, du coup de chaise reçu juste avant. Mais comme je vous disais, alors pourquoi est-ce qu'il l'a pas dit tout à l'heure? Puisque là, il vient... si l'idée c'était de faire perdre Bryan, bah, il aurait pu le faire DQ. Mais là, il lui donne un coup de chaise. Donc je pense peut-être que l'idée, c'était que Edge ne voulait pas d'un DQ. Parce que s'il disqualifie Bryan, ça pouvait annoncer éventuellement une suite pour Bryan, pour qu'il puisse à nouveau s'insérer à Mania. C'était peut-être ça le raisonnement. Mais là, on s'est tiré par les cheveux. Bon, bref. Bon, en tout cas, Edge donne un coup de chaise à Bryan. C'est un peu la stupeur. Il donne même un autre coup de chaise, mais cette fois-ci à Reigns. Et un autre même à Bryan, hein, pour bonne mesure. Et là, il se met à crier « This is mine! This is mine! Mine !» Donc, un peu une espèce de frustration de voir Bryan en train de gagner, sûrement, et de l'empêcher d'affronter Reigns à WrestleMania, quoi. Comme il le désirait initialement. Hein, c'est comme ça que j'interprète les choses, puisqu'effectivement, Reigns à l'Elimination Chamber, une fois que Reigns avait battu Bryan, il avait fait un spear et puis il avait désigné le logo. Donc pour Edge, lui, il voulait Reigns à Mania et pas personne d'autre. Donc je pense que c'est ça la logique, quoi. Il voulait pas que Bryan gagne, il voulait peut-être pas affronter Bryan pour le titre, même si c'est sur le papier, c'était peut-être sans doute plus simple d'affronter Bryan que Reigns, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, je l'interprète comme ça. Il s'en va avec voilà vraiment une tête limite de heel, quoi. Mais je pense pas que ce soit un heel turn. J'associerais plus ça à un twinner turn. Plus un twinner turn. Un nouvel arbitre, donc ensuite. Alors, un arbitre qui arrive enfin. 3 heures après. Un nouvel arbitre, alors que l'autre faisait dodo depuis un quart d'heure. Hein. Donc un nouvel arbitre arrive enfin. Pour remplacer Edge, du coup. Reigns, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche sur Bryan, donc, qui venait donc de prendre un deuxième coup de chaise par Edge, hein. Mais Reigns aussi, sur le principe, il venait de se prendre un coup de chaise. Mais bon, Reigns est plus résistant, on va dire. Il se couche sur Bryan. Pas de finisher, rien d'autre. L'arbitre fait le compte. 1, 2, 3. Reigns wins. LOL. Ah, c'est tout? C'est tout. Donc, pas de finisher, pas de guillotine, pas de spear, pas, je sais pas, même un Superman Punch en plus, rien. Donc 2 coups de chaise encaissés par Bryan. Et en plus, Bryan il avait eu le temps de récupérer entre les 2 coups de chaise. Hein. Bref, c'est pas comme s'il avait pris 2 coups de chaise consécutifs. Et encore, 2 coups de chaise en soi, c'est pas ouf. Bref, j'ai trouvé ça, cette fin un peu facile. J'ai pas trop aimé ce passage-là. Tout le monde reste fort, ok, on a compris. C'est un peu le message ici. Mais bon, il y avait mieux à faire.
Reigns conserve logiquement et le scénario ressemble quand même à celui que j'avais envisagé ce week-end après avoir vu SmackDown, donc avec cette histoire de soumission là dont parlait Brian, parce que vu que il a insisté là-dessus, donc je me suis dit il va peut-être y avoir une histoire de soumission. Donc j'avais pensé au bump d'arbitre et au fait que Brian soumettrait peut-être Reigns dans sa yes lock, mais que l'arbitre, bah, justement comme il vient de bumper, bah, il voit pas ça. Donc il est en train de gagner, mais il voit pas ça. Mais qu'on verrait du coup Reigns abandonner, chose que Brian avait promis de faire, alors que Reigns avait dit qu'il le ferait jamais. Mais là, on verrait Reigns qui abandonne, mais que l'arbitre ne voit pas, mais avec une couille qui viendrait de Edge, qui ferait en sorte que Brian perde, et mais que Brian pourrait dire quand même qu'il a encore toute légitimité pour réclamer un rematch à Mania. Voilà en gros le scénario, j'y avais pensé. Donc grosso modo, j'ai quasiment eu pratiquement tout bon dans l'idée, dans l'esprit de ce qu'ils ont voulu faire. J'ai juste pas aimé que Reigns gagne un peu facilement finalement, de coups de chaise, en plus séparé dans le temps. Ouais, il aurait fallu un peu plus pour moi. C'est dommage. Une petite guillotine, ça aurait été bien mieux. Donc l'esprit, dans l'idée, c'était bien pensé, donc, mais j'ai pas grand chose à reprocher à tout le travail réalisé dans ce match pour nous raconter cette histoire, mais la longueur du match, une demi-heure de match pile, beaucoup trop long. Toutes les longues pauses reignsiennes, réglementaires, hein, les pauses réglementaires reignsiennes auxquelles on a droit maintenant à chacun de ces matchs, hein, et cette fin qui manque d'un vrai finisher, donc, font que je ne ressors pas de ce match avec un sentiment de grande satisfaction. Malheureusement, c'est bien dommage. Il y avait moyen de le faire bien mieux, ce finish, même si l'idée était bonne, mais je crois que Reigns ne peut pas faire mieux vu son état. Hein, c'est triste à dire, mais vrai. Du coup, dans le cheminement du match, c'est Brian qui joue son zébulon de service, quoi, et qui donne le tempo à chaque fois, quoi. Il dynamise le match en faisant du Brian, en faisant des comebacks, ça rappelait parfois le match son bon match qu'il avait fait contre Lesnar là, avec on pensait qu'il était mort, et puis il fait des comebacks venus de nulle part, et on croit même qu'il peut gagner. Voilà, c'est ça, c'est du vrai Brian, quoi, du grand classique. L'overbooking final aura fait le reste, quoi, mais je resterai sur un 3 étoiles et demie dans ce match. Certains vont penser sous-noté. Mais en soi ça reste une bonne note, hein, 3,5, mais c'est vrai qu'en soi c'est pas ouf comme note, vu le match que ça aurait dû être. Je sais que globalement ce match d'ailleurs semble avoir plu, car j'ai vu une note moyenne là tout à l'heure de 8,32 sur Cage Match, en moyenne, hein, on n'était pas loin de 100 votes, donc ça reste du coup, si on convertit sur 5, bah, ça correspond à un peu plus de 4 étoiles, donc ce qui est bien plus que moi. Voxcatch, j'ai vu, avait fait un sondage sur le match de la soirée. Bah, le match de la soirée, c'était quand même plutôt, avec une bonne marge d'avance. Bah, Reigns contre Brian. Donc j'étais aussi étonné, plus que Drew contre Sheamus. Donc bah certains l'ont aimé. Bon, moi j'étais un peu en dessous, un peu plus mitigé, quoi. Je pense que si le match avait été plus court de 7 à 8 minutes, je l'aurais peut-être davantage apprécié. Mais il y a beaucoup de moments où je me suis emmerdé. On a envie de regarder son téléphone. Et on attend qu'une chose, c'est que Reigns récupère. Pour passer, enfin, au passage au spot suivant, quoi. Et c'est ça qui m'embête, quoi. Et maintenant qu'on sait que Brian risque fortement de s'ajouter dans un triple threat match à Mania, ou au pire, de nous faire un peu une WrestleMania 30, avec par exemple un Brian Reigns numéro 2 à la nuit 1, et le vainqueur, donc celui qui deviendrait champion, qui affronte Edge à la nuit 2, il pourrait faire ça, hein, on sait que ça va être sûrement l'un de ces deux scénarios, mais je pencherai plus pour le triple threat. Et très franchement, n'ayant pas été très emballé, comme je vous disais, par le match entre Edge et Jey Uso à SmackDown, hein, Edge que j'ai trouvé un peu poussif, finalement je me suis demandé si ce serait pas préférable justement d'avoir ce triple threat pour avoir au moins un peu plus de dynamisme, parce que sinon j'ai bien peur d'une énorme purge entre Edge et Reigns. Avec un Edge qui fait ses matchs dans la forme qu'il a, quoi, avec le cardio qu'il a, et un Reigns pareil, qui est obligé de faire ses pauses à chaque match. Donc si on a ça, on va se faire chier. Donc je pense que ce serait pas plus mal de mettre Brian dans le match. Et de toute façon, vous faites quoi avec Brian à Mania si vous l'incluez pas soit dans un match en deux fois, comme je vous disais, soit dans un triple threat?
Si vous l'intégrez pas dans le titre universel, vous en faites quoi de Bryan? Je ne vois que là, quoi. C'est obligé, quoi. Surtout que c'est possiblement son dernier run, en tout cas en full time. Donc je pense qu'ils vont marquer le coup, ils vont le mettre sur le titre universel, sûrement. Donc là, il va avoir le rôle du babyface ici, hein, à n'en pas douter. Très similaire donc à son rôle qu'il avait eu à WrestleMania 30, avec un Reigns en heel et un Edge qui va être un peu entre les deux finalement, et qui a l'air de partir plus vers un rôle de twinner. Même si, alors c'est bizarre parce que son run partait plus pour être un gros run de babyface finalement. Le gars qui revient de blessure, suite à sa blessure au triceps, qui revient au Rumble, qui arrive en 1 et qui finit le match, qui gagne le Rumble en ayant fait tout de A à Z, sans s'être qui fait tout le Rumble en entier. C'était une belle histoire de babyface. Et puis le mec qui voulait récupérer le titre qu'il avait jamais perdu, lorsqu'il avait dû relâcher son titre à cause de sa blessure, quoi, et de se mettre en retraite. Donc ça s'écrivait comme effectivement un gros scénario de babyface, quoi, une belle histoire, et un beau happy end. Mais là, non, en fait, là on a un Edge qui va être plus twinner, mais je pense qu'il est frustré parce qu'il avait pas envie de voir Bryan s'intercaler entre Reigns et lui. Il voulait juste Reigns parce qu'il avait pointé le logo de Mania, et il en a marre de voir Bryan réclamer ses chances encore et encore, alors que lui, il veut juste en découdre avec Reigns, quoi. C'est juste ça, je pense que c'est une réaction d'orgueil, de frustration, et en plus ce coup de chaise que Bryan lui a donné, alors certes involontairement, mais quand même. Donc donc le coup de chaise, ajouté au fait que Bryan était sur le point de gagner, je pense qu'il y a une réaction un peu humaine, un peu de jalousie peut-être, de spot volé, voilà, un peu quelque chose, un peu une fierté, quoi. Par fierté, il a préféré intervenir et donner un coup de chaise. Bon, bref, voilà. Mais il l'a fait aussi à Reigns, ce qui fait que voilà, il en a aussi après Reigns, hein, quand même. Il en a après les deux finalement. Hein, il en a après les deux, quoi. Donc je dirais pas que c'est un heel turn, c'est plus un twinner turn pour ma part. Voilà, quoi. Mais en tout cas, le triple threat aurait un avantage, c'est de protéger probablement Reigns en cas de défaite, en faisant faire le pin sur Edge ou Bryan. Mais on en reparlera dans 3 semaines pour les pronos de WrestleMania, hein, parce que je pense que Reigns ne prendra pas le pin à Mania, hein, ça c'est sûr. Et le triple threat serait le parfait stratagème pour que Reigns ne soit crédibilisé, enfin ne soit pas décrédibilisé dans l'éventuelle perte de titre. Allez, on va passer maintenant au bilan de ce show. Un show assez faible, hein. Un show assez faible, comme je le pressentais, hein. Il y avait la hype qui était vraiment pas terrible. Elle était pas haute, cette hype. Il y avait 2-3 matchs qui pouvaient être sympas. L'ajout du Ali Riddle, l'ajout du Nakamura Rollins. Forcément, c'est 2 matchs qui sont quand même pas dégueux sur le papier. Donc ça pouvait faire un show honnête, mais tellement mal placé. Tellement mal placé. Hein, entre le fromage et le dessert, quoi. Et c'est le truc qu'on n'a pas envie de voir. Donc on a envie de passer au dessert directement. À savoir WrestleMania, quoi. Donc 3 bons matchs, hein, au bilan. 3 bons matchs à noter. Le kick-off. Le Nakamura Rollins, le Drew McIntyre Sheamus, et en partie je dirais le main event, mais pas tout le match, hein, je vous ai dit pourquoi, pas tout le match, trop long, et des petites incohérences au niveau arbitral, on va dire. Mais le reste est médiocre, ou oubliable, ou de niveau weekly, des matchs qui auraient suffi à Raw ou à SmackDown, mais surtout pas en pay-per-view, quoi. Ma hype était déjà faible avant le show, et je ressors finalement ni agréablement surpris, ni désagréablement surpris, quoi. Je reste avec l'avis que j'avais avant, quoi. Les matchs qui devaient être bons l'ont globalement été. Les matchs OSEF sont restés OSEF. Voilà un peu comment résumer ce show, quoi. Auquel je donnerais. Alors j'ai beaucoup hésité. Je pouvais pas lui donner la moyenne parce que quand j'aime 3 matchs et demi, on va dire sur 8, ce qui est pas du tout ce qui n'est pas la moitié, je ne peux pas lui donner la moyenne, tout simplement. J'ai hésité à lui donner 2,25. Je trouvais que c'était peut-être un poil sévère. Donc je donnais une note assez particulière que je donne rarement. Mais je donnais entre 2,25 et 2,5. Je vais lui donner finalement la note de 2,375. C'est particulier, mais je n'arrivais véritablement pas à trancher entre le 2,25 et le 2,5. Voilà, je trouve que c'était beaucoup plus juste. Donc c'est un pay-per-view très très faiblard. Ça vaut pas la moyenne. J'ai
voilà, comme je vous disais, j'ai pas aimé la moitié des matchs, et la première moitié du show a beaucoup plombé l'ensemble. La seconde moitié était bien meilleure et bien plus solide. Et d'ailleurs, je trouvais ça bizarre, l'agencement des matchs. Moi, j'aurais plutôt agencé différemment, de façon à avoir un peu un panachage de matchs Joseph et de matchs phares, on va dire, parce que ça serait sûrement mieux passé, je pense, plutôt que de balancer tous les matchs de merde au début et d'enchaîner ensuite dans la seconde moitié avec les matchs les plus intéressants. Voilà. Et de toute façon, la WWE était déjà lancée vers WrestleMania et Fastlane passait déjà au second plan, hein, au niveau des build-up. Hein, lorsqu'on nous annonce Drew Lashley pour Mania et qu'on nous annonce quand même un Drew Sheamus à Fastlane qui n'avait aucun intérêt particulier. Bref, hein, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc WrestleMania était déjà de toute façon dans toutes les têtes. Fastlane, on s'en branlait. C'était un peu comme si le PSG affrontait Brest en championnat, alors qu'une semaine après, ils affrontent le Bayern en Ligue des Champions, quoi. Donc le PSG, forcément, bah, ils ont plus la tête au Bayern qu'à Brest. Bah, c'est un peu pareil. Tout le monde a la tête à Mania et n'a pas la tête à Fastlane. Bref. Et voilà, le résultat s'en est ressenti, quoi. Le fait de privilégier Mania, logiquement, hein, mais à Fastlane, le résultat s'en est ressenti. C'est pour ça que Fastlane est inutile. Ce pay-per-view, il faut l'effacer. Le rayer de la carte et du calendrier. La road to WrestleMania, hein, s'annonce bien laborieuse en tout cas. Et le problème, c'est qu'il ne reste que 3 semaines pour nous bâtir une carte tentante. Et avec un max de hype. Si tant est qu'il y ait de la hype. Mais pour l'instant, elle est très limitée, quoi. Mais on commence à sentir venir un peu la carte, quoi. Mais on va dire la plupart des matchs. Mais il y en a encore qui vont sûrement nous surprendre. Il va y avoir des matchs gratuits qu'on n'aura vraiment pas vu venir. Et à noter quand même que la première sur Peacock hein, semble s'être pas très bien passée parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes à cause de plusieurs problèmes de stream et notamment l'impossibilité de revenir en arrière ou même de faire de simples pauses ni la possibilité de recommencer le show depuis le début. Donc la VVE hein, avait répondu sur Twitter et ils ont dit qu'ils devront s'adresser au public, enfin faire des annonces pour parler de ça. C'était quand même assez regrettable, mais bon, ça reste une première sur Peacock et il y aura toujours des couacs au début et il y a un minimum quand même à respecter, quoi, parce que bon, faire un stream de qualité avec toutes les fonctionnalités classiques des streams, c'est quand même pas compliqué à faire. Bref, fin de la parenthèse. Voilà pour la review de Fastlane. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également de m'avoir suivi, d'avoir écouté sur ma vidéo pronostic qui a dépassé les 100 vues. Donc comme je vous disais déjà la dernière fois, régulièrement maintenant mes vidéos pronostics tutoient les 100 vues et je suis très content que ça arrive maintenant, que ça devienne une habitude. Bah, j'espère que ça va continuer, donc c'est qu'il y a un élan, il y a sûrement un intérêt, peut-être une petite notoriété en plus. Je remercie aussi beaucoup mon camarade Papy Catch sur Twitter qui œuvre beaucoup pour relayer aussi mes vidéos, faire un peu de pub pour moi, et ça doit aussi s'en ressentir, donc je le remercie pour cela. Je salue mon camarade aussi J. Mark Sens, hein, qui a suivi aussi le pay-per-view en live avec moi, tout comme Papy Catch, et aussi l'ami Trafalgar, dont je vous recommande le compte Twitter, l'Ariaté, hein, dont parle aussi souvent Sturi, qui permet de suivre les audiences, avoir un point un peu plus ratings et un peu plus cible et un peu plus média, très intéressant à chaque fois. Donc je vous invite aussi à suivre son compte Twitter. Donc je salue tout ce beau monde et toujours pareil Enzo et Cody des Rebuts et Gino la main froide, toujours pareil avec ses superbes commentaires bien détaillés, bien expliqués dans mes vidéos. Je salue aussi la team Catch-up, Tonton Chris en particulier. Voilà donc pour les salutations. Eh bien on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo très importante, hein, parce que ce sont les pronostics de WrestleMania. Oh là là, il va y avoir du boulot, hein. La vidéo va peut-être être un peu longue, hein, parce qu'il va falloir pronostiquer 15-16 matchs. Hein. Ça va être très très chaud, on verra bien. Hein, il y a encore 3 semaines. Je suis pas très hypé pour le moment pour WrestleMania, malgré le retour du public. C'est surtout les build-up qu'il va falloir soigner. Et on verra bien ce que ça va donner pour Raw et SmackDown de cette semaine. Voilà, donc je vous souhaite donc un très bon début de semaine. Portez-vous bien, protégez-vous bien, faites attention avec le Covid, hein, évidemment, respectez les gestes barrières. On se retrouve très bientôt donc pour les pronostics de Mania. Et d'ici là, bien entendu,
n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo! Ciao tous.